Yeah, but we have. Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nouvelle édition de Direct pour ce mardi 26 octobre 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée aux jeunes Égyptiens. Vous savez tous que l'Égypte passe par une phase de développement sans précédent. Et pour être apte à accompagner ce développement, la conscience et l'instruction égyptienne jouent un rôle primordial. Nous allons donc parler de cela aujourd'hui et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Bassem Fahmy, économiste. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. On va commencer par un premier reportage qui concerne le président Abdel Fattah al-Sisi qui a affirmé que les nouvelles guerres, dont celle des 4e et 5e générations, ne reposent pas seulement sur les armes, mais aussi sur la prise de conscience et la compréhension. Le président a exigé la bonne préparation et la prise de conscience des jeunes, les appelant à poursuivre leur formation à cet égard. Voyons ensemble ce commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que les nouvelles guerres, dont celle des 4e et 5e générations, ne reposaient pas seulement sur les armes, mais aussi sur la prise de conscience et la compréhension. Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de graduation des nouvelles promotions, des facultés et des instituts de l'école militaire, le président al-Sisi a rendu hommage aux martyrs de l'armée et de la police, soulignant l'importance de ne pas oublier ces martyrs qui ont sacrifié leur vie pour le bien de la patrie. Le président a exprimé son estime pour les jeunes diplômés et leurs familles, ajoutant que ces jeunes officiers assumeraient la responsabilité de la protection de leur patrie, laquelle est une grande responsabilité, exigeant la bonne préparation et la prise de conscience, les appelant à poursuivre leur formation. Et nous revoilà de retour et donc on va débattre avec Dr Bassem Fahmy. Comment est-ce que les jeunes Égyptiens aujourd'hui peuvent relever tant de défis, des défis franchement qui ont été réalisés en un temps record et qui auraient pu peut-être demander 10 ou 20 ou 30 années pour se réaliser, mais nos jeunes, il faut l'avouer, n'ont pas été formés à relever les défis d'aujourd'hui. Donc, comment essayer de trouver une solution à ce paradoxe? C'est pas difficile et c'est pas facile. C'est-à-dire, les jeunes d'aujourd'hui ont des côtés très positifs. C'est qu'ils sont exposés au monde entier. À travers la technologie, ils peuvent voir ce qui se passe dans le monde entier. Ils n'ont pas besoin de voyager. Alors, ils sont, si vous voulez, conscients de ce qui se passe dans les pays avancés. Bon, est-ce qu'ils peuvent vraiment, comme on appelle, faire ou atteindre ce niveau de performance localement? Ça, ce n'est pas le problème des jeunes. Alors là, oui, ils sont prêts, et ce qui prouve qu'ils sont prêts, c'est que dès qu'ils voyagent à l'étranger, ils s'adaptent tout de suite. Mais ils s'adaptent à un système. Alors là, le premier pas en Égypte, nous devons avoir une stratégie claire comment les jeunes vont travailler durant la période prochaine. Parce que le futur, ce n'est pas à nous, c'est à eux. Est-ce que nous avons une stratégie claire? Comment ces jeunes vont s'adapter? Ils sont capables, et je répète, dès qu'ils voyagent à l'étranger, ils s'adaptent tout de suite. Tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a un système clair, et je répète, clair. Il n'y a pas de point d'interrogation à droite et à gauche. Parce que quand on parle aux jeunes, ils ont beaucoup de points d'interrogation en face. Pourquoi ça? Pourquoi si? Alors là, ça, ce n'est pas le rôle des jeunes. C'est le rôle des responsables. Comment trouver un système, une stratégie
clair pour montrer, premièrement, aux jeunes, qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire, on est en train de développer un futur. Est-ce que les jeunes sont conscients de ce futur-là? Quel est leur rôle dans le futur? Et ça aussi, c'est très important, parce que moi, je parle toujours aux jeunes, et je trouve qu'ils ne comprennent pas exactement qu'est-ce qui se passe. Oui, il y a le projet géant du développement des gouvernorats et des villages, mais il y a toujours la question où on est de tout ça. Ils n'ont pas une vision claire. Alors là, c'est une responsabilité non seulement du gouvernement, de tout le monde. On doit leur expliquer pourquoi on fait ce grand projet. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me demandent pourquoi vous développez les gouvernorats et les villages? Pour nous envoyer là-bas? Vous voyez la question? Oui. Ils ont ça en tête. Est-ce que vous pensez qu'on va quitter le Caire et Alexandrie et aller mais vivre... un petit peu, l'objectif des nouvelles villes, c'est un petit peu cela, non? Mais ils doivent savoir quel intérêt ils auront s'ils vont aller là-bas. Bon, je ne peux pas leur dire oui, oui, et alors je ne veux pas aller. Vous allez me forcer. Ces discussions-là sont toujours faites, jour et nuit. Et je confronte les jeunes et honnêtement, je n'ai pas assez de réponses à leur dire. Parce que si les jeunes me demandent, par exemple, à l'université, partout, bon, vous développez les gouvernorats et les villages, quel est le but? Qui va aller vivre là-bas? Parce qu'ils ont toujours inconsciemment l'idée que ce sont eux qui doivent retourner. Bon, on va retourner. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et pourquoi ne pas rester ici? Alors, toutes ces questions-là doivent être répondues par le gouvernement, par les responsables. Parce que peut-être nous, on peut comprendre quel est l'objectif de ce méga projet ou des projets géants. Mais pour les jeunes, qui a dit qu'ils veulent retourner? Oui. Alors, ça doit être bien expliqué, que ça soit dans les écoles. Vous parlez de Haya Karima, une vie décente? Parle, oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas mais vivre... Haya Karima, je veux dire, l'objectif de cette initiative n'est pas les jeunes. Tout le monde. C'est surtout les villageois. Tout le monde. Mais les villageois sont des jeunes. Ils quittent leur village et ils viennent ici, ou à Alexandrie, pour trouver du travail, pour pouvoir vivre une vie, en leur opinion, meilleure. Est-ce que vous allez nous faire, les gouvernorats et les villages, une copie d'Alexandrie et du Caire, par exemple? Toutes ces questions-là doivent être répondues parce que ce sont eux le futur. C'est fait pour eux. Parce qu'on ne fait pas ce développement et on va rester de la même façon. Les 120 millions vivent au Caire et à Alexandrie pour Saïd. Impossible. Et deuxièmement, il y a aussi le côté qui doit être très bien expliqué. Pourquoi on fait ça? Le côté économique, le côté social, le côté de l'utilisation des ressources du pays. Ça, c'est un grand sujet. Mais à mon avis personnel, ce n'est pas bien expliqué. Le problème des jeunes aussi, c'est qu'en Allemagne, par exemple, si je prends le système scolaire en Allemagne, les enfants sont orientés dès vraiment un âge très très jeune. Dès le petit primaire, ils savent dans quelle filière ils vont continuer pour arriver à faire quel travail. On essaie en Égypte, bien entendu, de créer un lien entre le marché du travail et l'école. Mais apparemment, les jeunes ne sont pas assez orientés. C'est-à-dire, on a des jeunes qui terminent l'université sans savoir vraiment ce qu'ils veulent faire. Exactement, exactement. Et c'est pour cela que je vous ai dit, ça doit commencer par les écoles. Après les écoles, il y a les universités. Il y a aussi, comme on appelle, le média. Les médias, bien sûr. Les médias. Bien sûr. Et il y a beaucoup de choses. Il y a les clubs. Voyez. Mais à mon avis personnel, je ne trouve pas assez d'attention qui est offerte à ces jeunes pour qu'ils comprennent. Parce que les questions qu'ils demandent prouvent qu'ils ne savent pas pourquoi vous faites ça. Quel est l'objectif? Et parfois, peut-être l'objectif, ils n'ont pas, honnêtement, ils ne le voient pas d'une façon positive. C'est-à-dire que si j'en dis, par exemple, que l'objectif de développer les gouvernorats et les villages, c'est que les gens qui ont quitté leur place retournent, peut-être ils ne veulent pas ça. Sauf si on leur explique, par exemple, que non, ces gouvernorats-là vont être, comme on appelle, beaucoup mieux
que le Caire et Alexandrie, le niveau de vie, l'éducation, les services, les clubs, le sport, la culture, ça doit être comme ça, parce que sinon, l'immigration illégale va continuer, et non seulement en Égypte, mais aussi ils peuvent quitter le pays tout à fait et aller vers l'Europe et d'autres continents. Mais je veux dire que moi, quand j'observe et j'écoute leurs questions, je sens que ça n'a pas été bien expliqué. Oui, on fait un grand travail, mais l'objectif n'est pas clairement expliqué aux jeunes. Et ça aussi, c'est le rôle, je répète, les écoles, les universités, les médias. Ils doivent écouter. Mais honnêtement, je ne peux pas dire qu'eux, ils ont des problèmes, parce que les jeunes, dès qu'ils voyagent à l'étranger, ça ne prend pas une semaine, ils s'adaptent. Ils s'adaptent, bien sûr. On a aussi deux problèmes majeurs qui font face aux jeunes en Égypte. C'est l'analphabétisme et la mauvaise compréhension ou interprétation du discours religieux. Comment remédier à cela? Ça, c'est un grand sujet. Et le président en a parlé. L'Azhar essaie de lancer énormément d'initiatives, et pourtant, tant qu'on aura ces deux mots, je dirais, ce ne sera pas facile de les arrêter. Non, ce n'est pas facile. Parce que, regardez, je répète ici, l'éducation. Les gens qui dirigent les mosquées et les églises, comment ils ont été éduqués? Il faut voir, il faut regarder dans ce système. Parce que ce sont eux qui parlent. Et quand on va aux mosquées ou à l'église ou même aux synagogues, on respecte ces gens-là. Alors, dès qu'ils disent ou ils lancent des idées, on les accepte. On n'est pas là pour discuter. Surtout dans les villages. Dans voilà, voilà. Le cheikh dans le village ou le prophète à l'église, c'est la tête la plus grande. Alors là aussi, quand on met ces gens-là, il faut voir d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils doivent dire. Parce que moi, je dis toujours, les livres, c'est-à-dire le Coran, les livres... L'Évangile, ça, ce sont des livres qui sont bien connus. Mais l'interprétation pour les jeunes, et surtout pour les filles, il y a aussi un très grand problème aussi au village, les femmes. Comment éduquer les femmes? Ça aussi, c'est très important. Pas éducation, culture. Quel est le rôle que le gouvernement joue pour vraiment éduquer ces gens du côté culturel? Parce que vous avez aussi, surtout en Haute-Égypte, un problème de coutumes et traditions. Voilà. Mais coutumes et traditions, à mon avis, ça existe partout au monde. Mais comment leur parler? C'est-à-dire, qui leur parle? Ça ne doit pas être un homme qui doit aller leur parler, ça peut être des femmes. Mais je répète, nous devons avoir, et je répète, une stratégie. J'espère que Monsieur le Premier ministre, écoute, nous devons avoir une stratégie complète qui commence comment le peuple égyptien, commençant par les femmes, les villageoises, les enfants, parce que si on a une femme bien éduquée, bien cultivée, c'est elle qui élève les enfants, c'est normal. Alors ça doit commencer des femmes. C'est très important. Les enfants, les jeunes, ou bien tout ce qu'on fait ne va pas être honnêtement reçu positivement par les jeunes. Moi, je reçois toujours, parce que je vais dans quelques universités, les questions, c'est toujours comme ça. Pourquoi vous faites ce projet? Quel projet? Le projet du développement des villages et des gouvernorats. Quelle est l'intention? Qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement? Ces questions-là doivent être bien répondues. Mais si toujours la réponse sera oui, on développe ces gouvernorats pour que les gens qui vivent au Caire et Alexandrie retournent, qui a dit qu'ils veulent retourner? Sinon, si jamais il y a un plan bien développé, bien expliqué, et c'est pour leur intérêt aussi, ça doit être présenté d'une façon que c'est votre intérêt de vivre là où vous êtes avec votre famille, mais il y a du travail, des écoles, les besoins qu'ils ont. Et moi aussi, je dis que la vie maintenant dans les grandes villes est insupportable. Alors, il faut leur présenter des modèles, comment ces gouvernorats-là vont être un point d'attraction pour eux. Eux-mêmes, ils ne vont pas accepter de laisser leur gouvernorat et venir. Mais le côté le plus important, c'est le côté économique. Quelles sont les ressources dans chaque gouvernorat? Quels sont les travaux? Comment ces jeunes vont en profiter? Comment ils vont travailler chez eux et gagner de l'argent? Comment la vie est acceptable? C'est pas question
retournez d'où est-ce que vous êtes venus. Ça, c'est un message qui n'est pas très positif. Bon, est-ce que vous pensez que les nouvelles villes et la nouvelle capitale administrative vont contribuer justement à alléger la surpopulation dans certaines villes? Les nouvelles villes, oui. Mais capitale, non. Capitale, c'est une ville intelligente. À mon avis, ça sera, comme on appelle, headquarter pour les grandes compagnies multinationales, parce que c'est une ville intelligente. Ils peuvent avoir leur, comme on appelle le headquarter, je ne trouve pas le mot en français. Les sièges. Les sièges, oui, pour diriger leurs travaux dans la région de l'Afrique, Méditerranée et les régions qui existent. Alors, le genre de travaux qui vont, à mon avis personnel, exister dans ce nouveau capital, c'est différent. C'est-à-dire, ça va attirer les multinationales. Ils vont avoir leur siège principal là-bas pour diriger leurs travaux dans la région. Mais pour avoir des usines, non. C'est pas pour ça. Vous avez énormément d'hôtels, par exemple, énormément de bureaux. Donc certainement les employés et les fonctionnaires, les ministères, tous les ministères seront déplacés là-bas. Le pourcentage. Les fonctionnaires où seront... C'est vrai, mais ça c'est pas comme des villes où il y a les usines. Par exemple, il y a des nouvelles villes. Comme Sharqiya, par exemple. Il y a l'économie verte. Et à côté, il y a les industries basées dessus. Il y a l'économie bleue et les industries basées dessus. Il y a le Sinaï qui a beaucoup de ressources et les usines basées dessus. Ça, ce sont des grandes villes. Mais une ville comme la nouvelle capitale, c'est différent. Ça, c'est une ville intelligente qui va attirer des gens à un certain niveau d'éducation. C'est-à-dire même les gens qui vont travailler avec ces compagnies-là doivent être éduqués d'une façon un peu différente. Vous voyez, que la majorité des Égyptiens. Est-ce que l'investissement dans la nouvelle capitale administrative, en tant que propriété ou en tant que terrain, serait un bon investissement? Définitivement, si on a besoin d'aller. C'est-à-dire ça, cette capitale administrative, c'est différent. C'est à côté de Suez et de Port Saïd. Oui. C'est une région qui a des activités différentes. Oui, ça va être attirant, mais pas comme d'autres parties. Par exemple, pas comme Alexandrie, pas comme comme on appelle North Coast, la côte nord. Pas comme le Caire. Comme Al-Alamein. Comme Al-Alamein, par exemple. Non, elle est différente. Elle est très importante, mais elle est différente. Ça, c'est une location où les grandes compagnies et aussi le cabinet, les sièges des ministères. Voilà, ça, oui, ça va être là-bas. Mais avoir des travaux, si vous voulez, pour la majorité du peuple, non, c'est pas là côté. Oui, il y aura des hôtels, des restaurants, mais pas comme par exemple le Caire, qui est une très grande ville. Bon, je vous pose une question concernant les hôtels. Il y a énormément d'hôtels dans la capitale administrative maintenant qui vendent des chambres d'hôtel, c'est-à-dire qu'on peut s'approprier une chambre d'hôtel par échéance. Est-ce que ça serait un bel investissement? Parfait. Très intelligent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller travailler là-bas. Ils n'ont pas besoin d'acheter des grandes maisons. Et déjà, ils ont des grandes maisons. Oui. Maintenant, quand les gens m'appellent, je lui dis, on ne peut pas avoir une dizaine de maisons. C'est vrai. Mais ce genre de projet, honnêtement, très intelligent, nouveau pour l'Égypte. C'est nouveau pour l'Égypte. Voilà. Mais c'est très bien. Et pourtant, apparemment, ça marche très bien en Égypte. Ça doit marcher. Au début, c'était 1 ou 2 hôtels. Maintenant, on voit ces offres se multiplier pour un Ça, c'est très intelligent, c'est très important aussi. Et j'espère que plus tard aussi, ça peut être développé aux Côtes-d'Or. Entre Alexandrie et Marsa Matruh. Mais c'est sûr que pour la ville de l'Alamein, il y aura énormément de projets et aussi énormément d'investissements. C'est-à-dire que moi, il y a quelques mois, 1 ou 2 mois, j'ai pas cru mes yeux. C'est très beau. C'est très beau et ça a été monté à une allure vraiment à une très grande vitesse. Parce que c'est nouveau. Vous avez des gratte-ciel, vous avez des... C'est la technologie qui travaille maintenant. Et je voudrais mentionner ici, nous devons faire attention que les jeunes sont très avancés en ce qui concerne la technologie. Alors, on peut leur raconter des histoires, mais ils peuvent presser un mouton, regarder ici, regarder là. C'est sûr. Ou bien on raconte de bonnes histoires, ou bien ils ne vont plus écouter. Alors, quand on développe une stratégie pour leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, nous devons savoir qu'ils ont une vision sur le monde entier. Alors, on ne peut pas raconter des histoires qui ne sont pas réelles. Mais nous avons 50% de la population jeune, on ne peut pas les négliger. Bien sûr. Ça, c'est une force économique
excellente. Ça, c'est sûr. Mais aussi, on a le problème de la démographie. C'est pour cela. On doit leur expliquer comment ils doivent vivre, où ils doivent vivre, comment ils peuvent développer leur vie. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des idées, des très anciennes idées, comme vous voyez, les jeunes quand ils se marient, qu'est-ce qu'ils doivent chercher, et la fille qu'elle doit chercher. Tout ce genre d'histoire doit disparaître, mais ça doit être fait d'une façon professionnelle. Et vous avez aussi un problème en Égypte, c'est le taux de divorce qui augmente considérablement durant les 10 dernières années. Oui. Non, on a beaucoup de problèmes, comme tout le monde. Je ne veux pas dire qu'on est exceptionnel, mais il faut tackler ces problèmes-là d'une façon scientifique, mettre une stratégie claire que tout le monde doit parler, commençant des écoles, des universités, du média. Tout le monde doit avoir les mêmes réponses parce que les jeunes demandent pourquoi ce projet est en place. Bon, qu'est-ce que ce projet veut? Les réponses ne sont pas les mêmes. Et comment s'investir dans le projet? Voilà, qu'est-ce que moi je vais faire de tout ce qui se passe? Ça, c'est une question qui se répète chaque jour. Qu'est-ce que moi j'ai gagné? Oui. Il faut expliquer ça. Ils ont le droit de savoir qu'est-ce qu'ils vont gagner, comment ils vont travailler. Pourquoi on développe les gouvernorats? Pourquoi les villages, on les développe? Pourquoi? Alors là, nous devons avoir des réponses qui peuvent être acceptées par eux aussi. On ne doit pas raconter des histoires inacceptables. Tout à fait. On va passer à notre deuxième reportage qui concerne la question de la prise de conscience et la bonne compréhension de la religion, qui sont parmi les priorités les plus importantes de la période actuelle, a affirmé le président Abdel Fattah al-Sisi. Le président a jugé nécessaire de coordonner tous les efforts afin d'élaborer une pensée éclairée et rationnelle qui façonnera une personnalité saine capable de faire face aux défis et de construire l'état de l'avenir. On l'espère, voyons ensemble. La question de prise de conscience et la bonne compréhension de la religion sont parmi les priorités les plus importantes de la période actuelle, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi. Il a jugé nécessaire de coordonner tous les efforts afin d'élaborer une pensée éclairée et rationnelle qui façonnera une personnalité saine capable de faire face aux défis et de construire l'état de l'avenir. El-Sisi a appelé les institutions religieuses à multiplier leurs efforts pour propager les valeurs de tolérance et de coexistence. Le président a affirmé que le message de l'islam révélé au prophète Mohammed a fait prévaloir le mérite de la science et des savants, étant donné l'importance de la réflexion pour parvenir à une prise de conscience et une bonne compréhension de tous les aspects de la vie, selon le chef de l'État. Bien construire la conscience d'une nation est l'un des facteurs essentiels de sa stabilité et de son progrès. Face à ceux qui déforment les mots, décontextualisent les textes et répandent des idées destructrices qui anéantissent la capacité des humains à bien réfléchir, à innover et les éloignent de l'ordre divin, d'urbaniser et de bien agir sur la planète, selon le président el-Sisi. On va dans ce reportage le point qu'on avait soulevé tout à l'heure concernant le discours religieux. Le discours religieux qui représente vraiment l'un des piliers du développement en Égypte, puisque, comme on vient de le dire, dans les villages, et le cheikh, c'est la personne la plus importante dans le village. Comment On a négligé ce sujet pour des décades. Mais maintenant, on ne peut pas continuer pour une simple raison. On est en train de développer une stratégie économique ouverte avec le monde entier. Bon, le monde entier n'est pas musulman, simplement. Exactement. Et aussi, nous avons des chrétiens, oui, musulmans et chrétiens, mais il y a les juifs. Oui. Alors, mais on a vraiment mis des piliers qui sont très difficiles maintenant. On doit trouver une façon très intelligente pour mettre comme on appelle des solutions pour ce sujet. Maintenant, on dit au monde entier, vous êtes invités à venir en Égypte, travailler avec nous. Oui.
Voilà. Bon, ces gens-là, ils peuvent être chrétiens, musulmans, juifs et d'autres religions, on ne les connaît pas. Alors, ce sujet-là doit être pris du côté non seulement social, mais économique. On ne peut pas demander aux gens quelle est votre religion avant de rentrer. Et si la religion ne me plaît pas, je n'accepte pas. Ça, c'est un sujet très critique et je parle de nouveau du côté économique. Mais vous avez le discours de l'Azhar à plusieurs reprises, l'acceptation de l'autre. Oui, c'est un discours. La religion de la paix, etc. Comment cela n'arrive pas à arriver dans tous les coins du pays? Parce qu'il y a d'autres proverbes qu'on les écoute tout le temps, qui ne sont pas comme ça, tout à fait opposés. Oui. Alors ça, c'est un sujet compliqué, parce que les gens qui vont venir travailler avec nous, ils ont d'autres religions. Ils peuvent être juifs, chrétiens, musulmans ou d'autres religions. Alors quand on dit au peuple, la personne simple, autre religion, c'est pas accepté. Oui. Pourtant, Monsieur le Président l'a répété plusieurs fois. Mais oui, il peut la répéter, mais on doit parler à ces gens-là d'une façon qu'ils reçoivent le message. Non seulement il l'a répété à plusieurs reprises, mais il l'a dit même, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Il dit ça, mais d'autres gens disent l'opposé. Quand vous venez de dire au village, c'est l'opposé. Et ce sont des gens, aux yeux de ces jeunes, les gens qui connaissent la religion. Oui. Alors là aussi, les écoles, les mosquées, les églises, on doit avoir, comme on appelle, un nouveau discours. Parce que inviter les gens de venir investir en Égypte, et moi je parle toujours du côté économique, et en même temps, ils peuvent écouter tout le temps des mots comme ça, on ne peut pas accepter. Oui. Et il y a d'autres coutumes, je ne veux pas répéter, mais on doit savoir que ça, c'est un sujet qui peut vraiment nous toucher négativement du côté économique. Chacun est libre à croire, à ne pas croire, mais ça, quelque chose, on peut dire entre nous. Mais quand on va dans d'autres classes, ou je m'excuse, dans d'autres, comme on appelle, le village, c'est inacceptable. Alors là aussi, ça, c'est un sujet compliqué, mais ça doit être bien résolu. Je répète, Monsieur le Premier ministre doit avoir une stratégie précise. Comment on va vraiment expliquer ce sujet à tout le monde. Et ça doit atteindre, comme on appelle, chaque petit village. Vous voyez. Autrement, on perd notre temps. Bon, concernant le cours des investissements étrangers en Égypte, puisque vous en avez parlé maintenant, où en est-on avec ces investissements? C'est sûr qu'ils ont augmenté durant les 10 dernières années, n'est-ce pas? Oui, ce qui est plus important, c'est, comme on appelle, l'environnement pour l'investissement. Tous les rapports qui viennent de l'étranger parlent très positivement. Et hier aussi, il y avait une nouvelle très importante, moi j'ai très bien compris parce que je suis banquière, c'est qu'ils ont inclus l'Égypte dans l'indice du JP Morgan. JP Morgan, c'est la plus grande banque d'investissement au monde entier. Vous voyez, moi j'ai travaillé dans cette banque. Et quand cette banque-là met l'Égypte dans l'indice, c'est-à-dire il offre au monde entier, aux investisseurs du monde entier, que c'est une destination positive. Mais expliquez-nous un peu plus, parce que nous, on n'est pas économistes. Donc... Il y a des indices et des rapports qui sont publiés par des institutions mondiales. Il y a 100 compagnies, 100 multinationales, ce sont les plus grandes du monde. Ces 100 compagnies-là, ce sont les compagnies qui se déplacent d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Avant de se déplacer, ils doivent lire ces rapports. Par exemple, je veux aller en Égypte, montrez-moi Fitch, montrez-moi JP Morgan, montrez-moi la Banque mondiale, qu'est-ce qu'il dit, montrez-moi, etc. Alors, quand ils lisent ces rapports-là, c'est, comme on appelle, boussole, c'est quoi? Une boussole. Une boussole, aller ici, ne pas aller là-bas. Alors là, ça a été inclus, et ça, c'est un point très important. Donc ça, c'est une chose qui va attirer plus d'investissements étrangers en Égypte. Voilà, ça va montrer que vous regardez l'Égypte. Pourquoi? Parce que il y a les Z10. Deuxièmement, il y a aussi le Fitch. Hier, on a eu aussi la classification B+, et ça c'est pour la quatrième fois, ça c'est très bien, avec une vision stable pour le futur.
Ça aussi, c'est très important. La Banque mondiale, toutes les institutions mondiales visent vers l'Égypte, que l'Égypte va être la destination, une des destinations les plus importantes pour des investissements puissent entrer. Et investir pour la région, c'est-à-dire les pays africains, la région de la Méditerranée et la région, si vous voulez, Middle East, etc. Mais quels sont les critères pour devenir B+? Voilà. Tout d'abord, le niveau de développement du GDP. Deuxièmement, le niveau de réserve en devises étrangères. Troisièmement, le déficit du budget. Quatrièmement, le déficit ou le positif. Troisièmement, la balance de trade, de commerce. Cinquièmement, la capacité de payer les dettes. Sixièmement, le niveau de développement dans les industries locaux, c'est-à-dire nous avons le développement dans l'économie verte, très positif, avec les indices, économie bleue, l'infrastructure, la coopération du gaz et d'électricité exportée vers l'Europe, la coopération entre les pays africains. Tous ces indices-là, et ce qui est très bien à propos de l'économie, ce sont des indices. Ce n'est pas une opinion personnelle. Les indices sont compris, niveau de vie qui on appelle, s'améliore, le déficit du budget diminue, le niveau du chômage diminue, etc. Tous les indices sont très positifs. Mais ici aussi, nous devons savoir le côté dont on vient de discuter. Il y a aussi le pas que M. le Président a pris avant-hier, c'est qu'il a annulé la loi Qanoun Tawari. Il a stoppé l'utilisation de la loi exceptionnelle. Non, ça ne se dit pas exceptionnelle. Je vais essayer de trouver le mot. Je ne trouve pas le mot. Ça, c'est un pas très positif. Pourquoi? Les grandes compagnies, quand ils veulent venir travailler sur le marché, ils doivent voir les lois clairement. Alors, quand on a une loi qui dit que nous pouvons prendre des pas exceptionnels dans certains cas, pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes à l'intérieur. Et comme on dit, ils pensent seconde fois. Oui. Alors, mais quand on dit on a annulé la loi et maintenant nous avons une stabilité interne et stabilité aussi sur notre frontière, on n'a pas besoin de cette loi exceptionnelle, si vous voulez. Alors, quand on a annulé, comme M. le Président a annulé la loi ou a annulé l'utilisation de la loi, ça aussi, ça va être un pas très positif et on va le voir clairement dans les rapports qui vont être ici les semaines ou les mois prochains. On l'espère. Et pour le retour du tourisme maintenant en Égypte, est-ce qu'on s'attend à un retour du tourisme enfin? Ça, c'est un problème mondial, ce n'est pas égyptien. Nous devons savoir... Ça, c'est à cause du Covid-19. Covid-19, l'instabilité aussi, l'escalation de la... Comment on appelle le coût de voyage, l'escalation de l'inflation. L'inflation aussi, c'est un sujet très compliqué, le changement du climat. Il y a beaucoup de problèmes sur le niveau mondial. On est parti du monde, mais en même temps, question de tourisme pour voyager, aller-retour, ça, c'est vraiment sensible. C'est vrai, ça se complique de plus en plus. Bon, docteur Passan Fahmy, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. On va juste terminer par un reportage qui concerne la visite du Premier ministre actuellement en France, où l'Égypte, bien entendu, est un pays pivot avec une grande civilisation et la France est très attachée aux relations de coopération avec l'Égypte, a confirmé le Premier ministre français Jean Castex. Castex a tenu ce propos lors de sa rencontre avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, dans son bureau en présence des ministres et des membres de la délégation égyptienne et de l'ambassadeur d'Égypte à Paris. Voyons ensemble. Et merci de nous avoir suivis. Je vous laisse donc avec ce reportage. C'était la prise de conscience et l'instruction pour les nouvelles générations en Égypte, et Dr Passan Fahmy, économiste, nous a vraiment honoré avec sa présence. Merci madame, et avec merci ces madame. informations très précieuses. Merci madame, merci à vous. À demain.
L'Égypte est un pays pivot avec une grande civilisation et la France est très attachée aux relations de coopération avec l'Égypte, a confirmé le Premier ministre français Jean Castex, rappelant que la visite du président Sisi en France en décembre dernier a eu des résultats très positifs, notamment au regard de l'engagement de la France à financer des projets en Égypte avec environ 8 milliards d'euros. Castex a tenu ce propos lors de sa rencontre avec le Premier ministre Mostafa Madbouli dans son bureau, en présence des ministres des membres de la délégation égyptienne et de l'ambassadeur d'Égypte à Paris. Au cours de l'entretien, Madbouli a souligné que l'Égypte dépend beaucoup aux entreprises françaises dans le domaine de la mise en place et de la gestion des transports collectifs tels que le monorail, le tramway électrique et le métro, et d'autres entreprises travaillant dans le domaine des énergies renouvelables et des transports. Madbouli a demandé d'encourager les grandes entreprises françaises à investir dans un programme ambitieux de fabrication de voitures électriques en Égypte, en plus d'attirer des entreprises françaises œuvrant dans le domaine du dessalement de l'eau pour construire des usines de dessalement en Égypte à la lumière du besoin urgent de l'Égypte d'augmenter